Bonjour à toutes et à tous, ici le Salty Gamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 4ème épisode de Qu'est-ce que t'as vu, consacré cette fois-ci au film Ça d'Andrés Muschietti, sorti chez nous la semaine dernière. Je vous rappelle comment fonctionnent les Qu'est-ce que t'as vu. Dans un premier temps, je vais revenir sur Ça, son histoire, ses origines. Dans un second temps, je vais vous donner les points positifs et négatifs du film. Et pour conclure, je vous donnerai un avis final, faut-il oui ou non aller voir le film. Il s'agit d'une adaptation du roman Ça, publié en 1986 de Stephen King. Livre au succès international et au nombre de tirages vraiment impressionnant. L'histoire raconte comment un groupe de 7 adolescents, qui se surnomment eux-mêmes le Club des Ratés, tente de lutter contre une entité maléfique qui prend le plus souvent l'apparence d'un clown qui se nomme lui-même Gripsou ou Pennywise dans sa langue d'origine. Et en fait, cette entité revient tous les 27 ans se nourrir, plus précisément d'enfants, avant de repartir dans un long sommeil. Et en fait, les origines de cette entité sont assez floues, je reviendrai dessus plus tard. Le film commence donc par une scène très connue, et je ne pense pas spoiler en dévoilant cette scène, c'est donc la scène de la mort de Georgie, qui est le petit frère de Bill, un des héros du film. Vous avez donc Georgie qui joue dehors avec son bateau en papier, donc sur le... Il pleut, averse et... Il fait donc flotter son bateau qui tombe dans une évacuation. Il s'approche donc, il voit donc Gripsou, qui se présente lui-même d'ailleurs, et qui lui demande de le rejoindre. Et il lui tend son bateau, et il bouffe. Et c'est quand même vachement plus sanglant que dans le téléfilm de l'époque. Dans le téléfilm de l'époque, si vous vous souvenez, on l'entend crier, et on voit juste le visage donc de Gripsou, qui était à l'époque joué par Tim Curry, et rien de plus. Là, bon, c'est quand même plus sanglant, je vais pas en dévoiler plus, et en général, les gamins prennent quand même beaucoup plus cher dans cette version. Le premier point positif qui me vient à l'esprit est le respect de l'œuvre originale. En effet, Andrés Muschietti a vraiment réussi à retranscrire fidèlement, avec quelques adaptations bien sûr, notamment au niveau de l'époque, l'œuvre de Stephen King. Ainsi, au niveau de Gripsou, du moins, c'est aussi le point qui me paraît le plus intéressant, on n'a plus affaire à un clown qui apparaît sous forme d'hallucination. Là, vraiment, on ressent le côté alien polymorphe qui a faim, qui a la dalle et qui se nourrit de la peur, puisque c'est ce qu'il ou elle est dans le livre, sachant qu'elle pond des œufs, donc on sait pas trop. On sait qu'en fait, cette créature est aussi ancienne que le temps lui-même, et qu'elle serait apparue très certainement à l'époque de la préhistoire. Voilà, ça c'est pour le petit côté... Voilà, je vous resitue au niveau du roman. Et là, vraiment, on le ressent surtout vers la fin. Il est aussi, en fait, ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il est extrêmement violent. Et justement, dans le roman aussi, Gripsou est extrêmement violent. Et ça va aussi, par exemple, sur le côté très Dirty Mouse de Richie, qui est en fait le personnage le plus vulgaire. Et beaucoup de gens décrivent ça parce qu'ils disent « Ouais, mais c'est un ado, il parle mal. » Oui, enfin, les ados de nos jours sont... plutôt très vulgaire, je l'ai été moi-même, j'étais pas non plus le gamin le plus... Enfin du moins quand j'étais avec mes potes, pas le plus gentil. Et ça pareil, c'est décrié mais c'est plutôt original. Et d'autres points comme le père de Beverly qui est très clairement pédophile, puisqu'elle va jusqu'à se couper les cheveux quand il lui touche les cheveux et qu'il la trouve jolie, donc elle veut vraiment... ressembler à un garçon pour plus qu'il ait envie d'elle, et on le ressent quand même beaucoup plus que dans le téléfilm des années 90, et là on ressent vraiment le malaise. D'ailleurs, il y a un vrai... je sais pas comment expliquer ça, mais les enfants n'ont pas confiance envers les adultes, parce que les adultes eux-mêmes, ils sont creepy, ils sont glauques, je pense notamment aux pharmaciens, et c'est peut-être eux en fait qui sont le plus flippants dans ce film. Ce quotidien d'une Amérique un peu... on n'est pas en Amérique profonde, mais bon, on n'est pas non plus dans les grandes mégalopoles. Et c'est sincèrement assez flippant, et c'est ce qui m'a moi le plus marqué dans le film. La réalisation, là, que ça soit la technique ou l'esthétique, est vraiment un point fort du film. Que ça soit les décors, les couleurs, ou même le travail à un moment sur certaines scènes avec Gripsou, tout est vraiment maîtrisé. Et ce qui est excellent aussi, c'est comment ils ont réussi à retranscrire l'âme des années fin 80. Parce qu'en fait, c'est subtil. Je sais pas si vous vous souvenez de Stranger Things,
Mais dans Stranger Things, c'était un peu placardé sur nous, quoi. Bah, bim, on est en telle année. Là, c'est plus subtil, c'est un petit poster des Gremlins par là. C'est à un cinéma, par exemple, au cinéma, une affiche d'un film Freddy d'époque. Ça va être de la musique. C'est du New Kids on the Block, c'est du Anthrax. Et en fait, tout ça, ça crée une petite alchimie qui fait qu'on se reconnaît fin des années 80 et que c'est vraiment bien fait. C'est pas trop, en fait, c'est subtil. Et il y a autre chose, en fait, qui est assez intéressant, c'est qu'il y a justement quelques petites connexions avec la série Stranger Things. J'en mettrai ma main à couper. Je reviendrai, je pense, plus tard dans une autre vidéo. Mais honnêtement, je trouve que les connexions sont là. D'ailleurs, en fait, ça m'étonne pas parce que Stranger Things est un hommage à l'œuvre de Stephen King. Donc voilà, je pense que ceci explique cela. Autre point positif, c'est en fait le jeu d'acteur des 7 adolescents. Et je pense notamment à la petite Sophia Lillis qui joue Beverly, qui joue super bien. En fait, la petite, elle crève l'écran. Voilà, quand elle est là, elle joue bien, elle est super mimi, elle a une bonne présence, et elle a tout ce qu'il faut, je pense, pour devenir plus tard vraiment une grande actrice. Venons-en maintenant au point négatif du film. Auparavant, je vous disais que tout était cohérent, qu'on se sentait bien à la fin des années 80. Le problème vient en fait de la bande-son. Elle est cohérente, mais totalement insipide. En fait, je trouve que le choix des groupes et des titres n'est pas forcément le plus révélateur et le plus flatteur de cette époque. En fait, New Kids on the Block, on est d'accord, c'est hyper connu. Mais c'est hyper connu pourquoi ? Je connais parce qu'en fait, j'ai 30 piges. J'ai un peu connu, très légèrement, et c'est une culture musicale. Je pense qu'un ado de maintenant ne connaît pas les New Kids on the Block et ne connaît pas Anthrax. Du moins, il y a peu de chance. Donc, en fait, ouais, c'est vraiment insipide. Quand on sort du film, on va pas se souvenir d'un titre en particulier, et c'est vraiment dommage. Et en fait, le deuxième point négatif est en corrélation donc avec ce premier point. En fait, c'est les jumpscares. Les jumpscares sont peu présents. Je dirais pas trop ou pas assez, parce que je vais pas noter le nombre de jumpscares. Je sais pas combien il doit y en avoir, on s'en fout. En fait, c'est tant que la tension est bien maîtrisée, c'est pas le problème. Mais en fait, ils sont beaucoup trop prévisibles dans le sens où, dans le film, ils usent et abusent de sons pour préparer au jumpscare et pour renforcer le jumpscare. Donc en fait, ça va être une musique qui va monter, et là, boum! Ouais, et là, le jumpscare est là en même temps. Et en fait, on y est préparé. Et au final, ce jumpscare qui est censé avoir une utilité, même si je suis pas hyper fan, au final, en fait, il est totalement... c'est un soufflet qui s'écrase, quoi. Parce qu'on était prévenu. Attention, maintenant! Et en fait, on le sait. Et on y est préparé, ce qui est vraiment dommage. Pour résumer, ça est un excellent film pour ados. En fait, si vous allez le voir pour voir un film d'horreur avec un niveau de tension et d'angoisse élevé comme peut l'être par exemple Annabelle 2 qui est sorti tout récemment, vous allez sortir déçu. Ce film n'est pas un film d'horreur, ce film est un film pour ados, je trouve. Mais c'est un bon film, en fait, il est bien réalisé. Il respecte bien l'œuvre originale, il y a un bon travail, les couleurs sont vraiment bien, les acteurs jouent bien. Il y a juste, comme je vous ai dit, la bande-son qui est un peu en deçà, mais rien de bien grave. Honnêtement, ça va, ça reste un bon film, mais pour ados. Je vous invite plutôt, éventuellement, si vous avez par exemple un budget limité niveau cinéma, à attendre la semaine prochaine, à aller voir peut-être Blade Runner. Ça peut être, enfin ça dépend après de vos styles de films préférés, mais ça peut être, je pense, un choix plus judicieux en termes de visite au cinéma. Après, le film est un bon film, on va pas se le cacher. C'est peut-être pas le film d'horreur de l'année, quoique il a battu, je crois, toutes les stats. Il a fait, je crois que c'est le film d'horreur le plus bankable qui ait jamais été fait, le plus rentable. Et honnêtement, voilà, c'est quand même pas mal. Il le mérite parce que c'est pas un mauvais film. Mais je pense surtout que c'est surtout un effet, en fait, une tendance, un effet de mode. D'ailleurs, je pense que si ce film serait sorti un mois plus tard, c'est-à-dire vers Halloween, il aurait encore mieux marché. Donc, en fait, tout est marketing. Le marketing est vraiment bien foutu. Et ce qui fait que ce film arrive à se hisser en haut des charts, si on peut dire. Alors qu'au final, je pense qu'avec un marketing moindre, il serait peut-être un peu passé au travers, du moins sans l'aura du téléfilm de 91 et du roman mondialement connu. Je veux dire, sans ça, ça serait un film tout à fait banal.
et je ne saurais pas vraiment vous le recommander. En fait, si vous voulez le voir, allez le voir, c'est pas un mauvais film. Mais si vous voulez aller le voir pour avoir un petit peu de frisson, passez votre chemin très sincèrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que t'as vu, ainsi que pour la suite de Let's Play sur Sonic Mania version Switch. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à donner votre avis, à vous abonner, ou même à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Comme je dis à chaque fois, plutôt les commentaires sur la vidéo, comme ça on peut discuter. Je trouve ça vachement plus intéressant. Je vous dis à très bientôt. Bye!